Merci de votre présence ce soir, malgré la chaleur et les parcs qui vous tendent les bras des arbres. Nous habitons une époque très particulière, on est mentalement désarticulé, voire même explosé. Une époque de clivage entre un politiquement correct particulièrement irascible, en manière de surmoi collectif, prescriptif, disqualifiant et stigmatisant les opinions plurielles, uniformisant les idéaux collectifs, et puis d'autre part, des formes d'indolence de pensée, des bénignités relativistes, morales, qui sapent l'horizon de quête de vérité, du genre de ces relativismes que Léo Strauss pointait dans une formule qui fait date. Si toutes les valeurs se valent, le cannibalisme n'est qu'une affaire de goût. Mais c'est aussi une époque de clichés et de lieux communs, véhiculés par les médias, partagés par tous sans que personne ne les vive, comme le soulignait George Steiner dans Extraterritorialité, en succédané de la raison. C'est une époque aussi de métaphores éculées et faisandées, qui ont pour fonction de donner à ce qui n'est que du vent une apparence respectable. Et je viens de citer George Orwell dans La politique et la langue anglaise en artefact de justice. C'est une époque, pour resserrer la focale sur le sujet d'aujourd'hui, annoncé par Géraldine, qui, à la consultation des programmes télévisuels de nos chaînes, des temps de fête en France, dégorge de grands bêtisiers, sautant d'une chaîne à une autre et au fil de l'année de distractions comiques usinées en varia dans les médias audiovisuels. On ne demande qu'à en rire, les stars du rire, rire et délire, coups d'humour, caméra cachée, vidéo gag, les 100 plus grands fous du rire, la soirée du rire, les grands du rire, le numéro 1 du rire, à mourir du rire, etc., etc. Sans compter les pitres laborieux attitrés des plateaux de talk-show, devenus aussi inévitables aujourd'hui que les bimbos aux poitrines décoratives sur les chaînes de télévision de Berlusconi autrefois. Et ces chroniqueurs radiophoniques qui, pour s'extraire du lot, pratiquent la surenchère provocatrice et habillent leur misère d'une défroque rebelle, pseudo-voltairienne, persifleuse et railleuse. Je me souviens, la semaine qui a précédé l'attentat contre Charlie, la façon à noter dont le président de la République du moment a été traité par une chroniqueuse mainstream sur France Inter, une espèce de rebelle en paillettes et pacotille pour parader dans la foulée en diffusion immédiate sur YouTube. Et aujourd'hui, vous avez pu le voir vous-même, tout candidat aux élections présidentielles se devait de rire aux âneries complaisantes débitées sur lui et devant lui en studio et en direct à la radio, avant d'être basculé également sur YouTube. On avait presque mal pour eux. C'est une époque où les marchands d'or viétans et les argousins de la psychothérapie de confort font relais à profusion de kitsch, d'amuseurs complaisants, avec une multiplication de clubs de rire, de cercles de yoga de rire, de danse de rire et autres stages de développement personnel par le sourire, l'humour et le rire, paraphé, je cite, dans leur message de relance publicitaire, joyeusement vôtre. Longtemps du frayage, depuis des amorces d'autrefois jusqu'à son établissement général aujourd'hui en une forme de lock-in symptôme et syndrome. Charles Péguy, déjà en son temps, pointait un monde non seulement qui fait des blagues, mais qui ne fait que des blagues, et qui fait toute blague, et qui fait blague de tout, et qui enfin ne se demande pas encore anxieusement si c'est grave, mais qui, inquiet, vide, se demande déjà si c'est amusant. C'est dans la deuxième élégie. Quelquefois, ça peut aider, comme beaucoup de ce qui circula sur WhatsApp durant les premiers mois de confinement. Mais en période ordinaire, c'est plutôt le signe d'une frivolité hébétée, ou bien, plus symptomatiquement, d'un repli en sécession sur le Levantin, celui que Tite-Live nous racontait dans les histoires romaines. C'est une époque où l'agitateur politique fasciste ou nazifiant a troqué le vêtement martial
du cabotin de clairière, campé autrefois, raide sur ses jambes ésanglées de cuir, ou bien le fond de teint hâlé, plus récent, du sportif musclé ou de l'entrepreneur killer, style Jörg Haider en Autriche il y a quelques années, ou David Duke, patron du Ku Klux Klan aux États-Unis, pour le nez rouge du bouffon et la grimace du rebelle. De Dieudonné en France à BP Griot en Italie, Otto Jespersen en Norvège, Tommy Tiernan en Irlande, ou Philippe Goebbels, Michel Delacroix en Belgique, etc., etc. C'est une époque d'anomie lexicale et de carence éthique qui, sous le vocable générique, masse médiatique, corrompu au sens étymologique de détérioré, dégradé, gâté et trivialisé d'humoriste, mais dans un même paysage d'entertainment, du divertissement, Gad Elmaleh avec Dieudonné, Raymond DeVos avec Jean-Marie Bigard, Blanche Gardin avec Laurent Baffy, Stéphane Guillon, comme si toutes ces formes d'expression, d'écriture et d'invitation au rire étaient identiques. En tout cas, ça abolit d'un trait de mots slogans et de dynamique publicitaire le travail éthique de désembrouillement de la question du rire, d'où au long travail des siècles, la notion d'humour a pu trouver ses marques spécifiques en dimension de travail, d'élévation de l'esprit. Et c'est ce que je vais essayer de développer un peu aujourd'hui. De l'homme, les anciens, tels Aristote dans les politiques, ont pu dire qu'il était un animal politique, un animal parlant, zoon phonanta, doué de logos par ce fait, dont l'expression se distingue donc de la phonée animale. Il faut encore souligner qu'animal politique ne se réduit pas à animal social, tel les abeilles et les fourmis, comme la substitution du zoon politikon aristotélicien en animal socialiste s'en est faite de Sénèque à saint Thomas d'Aquin, et dans laquelle s'est perdue la conception originelle grecque du politique qui liait le politique à l'éthique, comme a pu le souligner Hannah Arendt dans La condition de l'homme moderne. Mais encore, depuis Aristote, nous savons que c'est un animal riant, puisque de toutes les créatures, seuls les humains rient, homo rhizus, avec une nuance déjà présente dans le Philébé de Platon, le rire de l'homme, qui lui est une particularité, mais non une essence, si vous me permettez ce raccourci. Pour autant, si le rire est une particularité de l'homme, ce rire-là a toujours, dès ce moment-là, été pensé, rivé sur l'axe de la moquerie d'autrui, d'une joie mêlée de mépris, quand ce n'est pas de haine. D'Aristote et Platon jusqu'à la Renaissance, en passant par Cicéron dans son traité de l'éloquence, De Oratore, par Quintilien dans son Institutio Oratoria, le rire est toujours de la dérision. Quintilien le résume ainsi. Eh bien, le rire naît ou des défauts corporels de celui contre lequel nous parlons, ou des défauts de son esprit, desquels on juge par ses paroles et ses actions. Quand nous rions, nous nous glorifions par rapport à autrui, parce que nous nous sommes rendus compte que comparé à nous-mêmes, il souffre d'une faiblesse ou d'une infirmité méprisable. Aristote, dans sa poétique, pointait déjà que la comédie traitait de l'imitation du mauvais, non de tout le mauvais, mais de celui qui cause la honte et constitue le ridicule, car le ridicule est une faute. Quant à Cicéron, dans son traité de l'éloquence, De Oratore, au livre 2, il nous dit « La province du rire est restreinte aux questions qui sont en quelque mesure soit indignes, soit difformes. » Et pour revenir à Quintilien, toujours dans son institution oratoire, il insiste, saluant la raillerie, si nous savons signaler une infirmité dans autrui, c'est raillerie. Si en voulant faire rire d'autrui, nous faisons rire de nous-mêmes, c'est une sottise. Le Philogélos, l'antique ami du rire, le plus ancien recueil de blagues du 3e, 4e siècle de l'ère commune, rédigé en grec ancien, ne se distingue pas dès ce moment d'un rire aimable et bienveillant.
On le verra encore dans le premier recueil connu de blagues du même nom, attribué à Hiéroclès et Philagrios, datant du IIIe aussi et du IVe siècle de l'ère commune. Ils sont principalement épinglés le scholasticos, sous ses traits supposés ou réels, de vantardise, de cuistrerie, de distraction, et puis les avares, les ivrognes, les femmes frustrées, les charlatans, la sottise générique des citoyens des cités grecques d'Abdère, celle qui fit naître quand même Protagoras et Démocrite, et de Cimée, fondée selon la légende par une Amazone, les variations pétomaniaques et la mauvaise haleine. Voilà, enfin, c'était déjà au IIIe, IVe siècle la première consignation de certains des invariants de la blague ordinaire qui fait encore les heures triviales de l'Almanach Verbaux. On peut penser d'ailleurs aussi aux épigrammes satiriques de Martial du 1er siècle de l'ère chrétienne. Par ailleurs, c'est un excellent document sur les invariants des manières humaines. J'ai repris ça il y a quelques semaines. J'en étais encore époustouflé de cette relecture. C'est une lecture d'étudiant et une redécouverte d'adulte. Et les épigrammes satiriques de Martial, c'est quelque chose. Lorsque le rire, en conséquence, le propre de l'homme revient sur la table du banquet, de la Renaissance d'abord, au XVe siècle à peu près, avec les confabulations et les facéties, puis au XVIe siècle, après une longue période durant laquelle l'Église l'avait globalement stipendié, l'historien Le Goff a écrit quelques pages très éclairantes sur ce sujet dans un autre Moyen-Âge, montrant que le rire était considéré par l'Église comme un phénomène très dangereux, ayant un lien impudique avec le corps, et le condamnait comme l'oisiveté, comme le grand ennemi du bon chrétien. On pensera pour la Renaissance, bien sûr, à Rabelais, mais il en est d'une même chanson en canon chez Erasme dans l'Éloge de la folie. Rire de tout ce qui se fait ou dit est sot, nous dit Erasme, ne rire de rien est idiot. Balthazar Castiglione, ou encore chez Juan Luis Vives, là encore, les rires sont en général identifiés comme associés au mépris et à la haine. Castiglione, je vous cite, à chaque fois que nous rions, nous nous moquons d'eux et nous méprisons toujours quelqu'un. Nous cherchons toujours à railler, à nous moquer des vices. Descartes, dans les passions de l'âme, et Hobbes, dans le Léviathan, ne sortiront pas de ce chemin. Descartes. Or, il semble que le rire soit l'un des principaux signes de la joie. Elle ne peut toutefois la causer que lorsqu'elle est seulement médiocre et qu'il y a admiration ou quelque haine mêlée à elle. Et Hobbes, dans le Léviathan, la gloire soudaine est la passion qui produit ces grimaces qu'on appelle le rire. Elle est causée par une quelconque action soudaine qui procure du plaisir à ceux qui la font ou par la perception d'une quelconque difformité chez les autres, ce qui, par comparaison, fait qu'ils sont subitement satisfaits d'eux-mêmes. Néanmoins, Hobbes, dans les Elements of Law, interrogera. Il est une passion qui n'a pas de nom, mais dont le signe est cette distorsion du visage que nous appelons le rire. Mais à quoi nous pensons et de quoi nous triomphons quand nous rions n'a pas encore été déclaré par aucun philosophe. Il faudra attendre quelques siècles pour que Freud, en faisant bouger les lignes, en secouant fortement les constructions anthropologiques classiques, offre notamment dans Le mot d'esprit et ses rapports avec l'inconscient, un de ses 3 livres canoniques, fondateur de la psychanalyse avec l'interprétation des rêves et psychopathologie de la vie quotidienne, que Freud offre quelques réponses à cette question d'Hobbes, laissée en suspens. Ce n'est qu'en marge que le rire fera occasionnellement l'interrogation critique pour ce qui semble donc porter aussi de méchanceté, de mépris et de haine dans cette jubilation du ridicule chez autrui. Le premier indice nous vient chez Pascal, dans les Provinciales, la lettre 11, où il répliqua à des accusations en disant « On peut rire sans blesser la charité ». Et Spinoza, par la suite, posa quelques marqueurs nouveaux. Entre la moquerie et le rire, je fais une grande différence. Car le rire, comme la plaisanterie, est pure joie.
Et par conséquent, pourvu qu'il ne soit pas excessif, il est bon par lui-même. Et ce n'est certes qu'une sauvage superstition qui interdit de prendre du plaisir. C'est dans l'éthique 4, proposition 4. Mais, ajoute-t-il ailleurs, en revanche, la raillerie, qui participe de la haine, est condamnable. C'est dans le traité de l'autorité politique. Il actualisait probablement là une distinction biblique en hébreu entre tsarak et sarach, qui est la moquerie. Plus tard, reprenant une distinction similaire à Spinoza, Kant notait que le ricanement avait valeur de haine. Kant d'ailleurs aurait pu signer la saillie d'Alexis Piron contre le ricaneur en chef que fut Voltaire, dont il était le contemporain. Il disait de Voltaire, « S'il n'eût écrit, il eût assassiné ». De la dérision à la moquerie, de la parodie à la satire, de l'ironie au persiflage, de la raillerie au sarcasme, de la farce au burlesque, le champ lexical est vaste pour désigner les inflexions de tous ces rires mordants, distinguer leurs nuances stylistiques, différencier la plus ou moins grande cruauté ou légèreté de leur timbre. Il en est un pourtant qui a fini par s'en extraire, s'en démarquer, sinon s'en exclure, c'est l'humour. Car l'humour, c'est autre chose. L'humour, c'est le nom que va déposer le travail de culture sur une toute autre forme de rire. Il ne s'agit pas avec lui de donner seulement du nom à la jovialité, à la luronnerie, à la bonhomie, mais à une sorte de rire bienveillant, accroché de lucidité. L'humour va écrire par petites touches un livre de la condition humaine dont, comme pour Montaigne, elle est elle-même la matière. De lui, Romain Gary disait « L'humour, un index implacable braqué sur la vie telle qu'on la triche. » Mais plus profondément encore, un grand historien de l'art, Erwin Panofsky, l'a résumé assez joliment. Le sens de l'humour, qui ne se limite ni à l'esprit ni au comique, repose sur le fait qu'un homme qui prend conscience que le monde n'est pas lui-même exactement ce qu'il devrait être, ne cède pas à la colère et ne se croit pas lui-même indemne de toutes les laideurs, de tous les vices et de tous les travers petits ou grands qu'il observe autour de lui. C'est dans un texte qui s'appelle « Qu'est-ce que le baroque ?» Dans cette direction, Panofsky poursuit. Le véritable humoriste, par opposition au satiriste, non seulement excuse, mais compatit avec l'objet de sa raillerie. Il le glorifie même en quelque sorte parce qu'il voit en lui la manifestation de la même puissance qui habite les choses grandes et sublimes, elles-mêmes aussi éloignées de la perfection que les choses infimes et ridicules. Et pour finir, Panofsky souligne que cet humour-là, qui est créateur plutôt que destructeur, réclame une supériorité et une liberté d'imagination en nul point inférieure à la supériorité et à la liberté du philosophe critique. De son côté, Vladimir Yankelevitch, avant de poser que personne ne devrait confondre le rire et le sourire de l'humour et le ricanement de l'ironie, donna à l'humour ce qui peut servir de définition principielle. L'humour exige de l'homme qu'il se moque de lui-même pour qu'à l'idole renversée, exorcisée, ne soit pas immédiatement substituée une autre idole. C'est quelque part dans l'inachevé. Quant à Freud, maître des clés d'une anthropologie non lénifiante, désenchanté par évidence et lucide par nécessité, il observa que l'humoriste adopte le rôle de l'adulte, qu'il s'identifie à un certain point au père, et que l'adulte se reconnaît à reconnaître la vanité des intérêts et des souffrances. Dans l'humour, un texte de 1927, il questionne rhétoriquement: est-il censé de dire que l'on se traite alors soi-même en enfant et que l'on joue en même temps envers cet enfant le rôle supérieur de l'adulte? Mais c'est pour poser que l'instant d'humour sera l'autodérision de l'adulte désillusionné et en même temps
qu'un aveu de jouissance réprimée mais non jugulée. Si la clinique psychanalytique observe, selon la formule du poète anglais William Wordsworth, que l'enfant est le père de l'homme, Freud pourra alors dire que l'humoriste est le père de l'enfant en lui, et que l'instant d'humour est le baume du plaisir d'en rire, mis sur les morsures de la castration, pour parler en sémantique analytique, et des déceptions que la vie ne cesse de réitérer, comme nous en avons l'expérience tous ensemble. En rebond de Freud, et en complément, on pourrait distinguer d'ailleurs 3 âges du rire. Le burlesque pour l'enfant, la comédie pour l'adolescent et l'humour pour l'adulte, sans qu'il s'exclue, de même que les stades libidinaux, oral, anal, génital ne s'excluent pas en se franchissant, ils s'accumulent. L'essayiste et historien Emmanuel Berg fit une remarque méritant d'être pesée. C'est un fait, dit-il dans ses essais, que l'humour semble un apanage plus particulier des anglophones et des juifs, lesquels se trouvent précisément les 2 peuples les plus rompus et les plus adossés à la lecture de ce qu'il appelle l'Ancien Testament. Sûrement avait-il à l'esprit dans l'intuition de cette corrélation que pour le lecteur attentif, le Pentateuque ne se réduit pas à la consignation du récit de la révélation monothéiste, que de surcroît, rien des égarements, des passions, voire des turpitudes humaines ne sont dans les récits bibliques soustraits à la connaissance et à la reconnaissance dans une sorte d'anthropologie politique sans illusion. Et si on a pu dire de l'Iliade et de l'Odyssée qu'ils constituaient un index de ruses de guerre des voix de la Métis, la déesse grecque de l'intelligence pratique, on peut dire du Pentateuque et de ses annexes qu'ils constituent, eux, l'inventaire des errements humains et des engendrements ineffaçables qu'ils provoquent. C'est sans doute ici qu'a trouvé son terreau originel l'humour juif, dans ce tableau d'une existence humaine vouée avec son cortège d'aveuglement et de folie à l'accumulation des impasses. Il ne s'agit donc nullement de ce que la doxa nous cesse de nous répéter, soit d'une politesse du désespoir, en reprenant une expression de façon malvenue d'Oscar Wilde, soit d'une haine de soi, selon une expression de Theodore Lessing, ou d'une forme de masochisme pour un psychologiste de bazar. Jusque dans leur humeur, dans ces cas-là, on voit que les Juifs sont mis en posture mortifiée. L'humour juif, en fait, prolongera dans sa disposition, à la suite de ce qu'est le Pentateuque et cette espèce d'anthropologie lucide des égarements humains, à travers ces histoires, plusieurs grandes thématiques. La première de ces thématiques, c'est un inventaire des grandes contingences humaines. La femme pour les hommes pour la femme, les enfants, la santé, la vieillesse, la mort, le gagne-pain, les leurres et les illusions politiques, les persécutions subies. Et ces contingences sont réactualisées, recomposées, repaysagées, je dirais, selon les situations du moment. Dans les villages d'Europe de l'Est, des shtetl, dans les mélas d'Afrique du Nord, en Amérique ensuite, sous le socialisme, en Israël. C'est les mêmes patterns originels qu'on réhabille et qu'on resitue selon les conditions du moment. Qu'est-ce que je peux vous raconter comme histoire pour... Est-ce que je vais avoir du temps pour ça? Je vais essayer. Alors, une simple. Quelques-unes quand même. Alors, c'est par exemple sur le socialisme et les illusions politiques. C'est Moshe et Ivanov à Moscou au temps du socialisme. Moshe et Ivanov se croisent dans la rue à Moscou, donc, et Ivanov l'aperçoit, et Ivanov, c'est le secrétaire de la section du Parti communiste local. Il se précipite vers Moshe, et le doigt menaçant adressé à Moshe, lui dit « Moshe, on t'a pas vu à la dernière réunion du parti ?» Et Moshe, ah, Ivanov, si j'avais su que c'était la dernière, je serais venu. Voilà. Il y a d'autres. Quand commence sa vie? C'est une question éthique profonde qui confronte un pasteur, un prêtre et un rabbin.
Alors, l'histoire fait dire aux prêtres, la vie commence à la conception. Elle fait dire aux pasteurs, la vie commence à la naissance. Et aux rabbins, la vie commence quand les enfants sont mariés, ont fini leurs études. Ou encore pour les relations entre les hommes et les femmes. La petite Rachel va voir sa maman et Ima, maman, comment je suis venue au monde? Alors la mère qui comprend la question mais qui essaye de l'esquiver, elle dit à sa fille, bah, tu sais, il y a eu Adam et Ève, et puis après, il y a eu Abraham et Sarah, puis après, il y a eu David et Bethsabée, et puis il y a eu des générations. Un jour, il y a eu ton père et ta mère, puis voilà, t'es venu au monde. Alors, la gamine qui avait compris que ces questions, c'était pas exactement la réponse qu'elle attendait, elle est déçue, elle va voir son père. Ah bah, papa, comment je suis venu au monde? Le père, pas plus courageux que la mère, esquive, et dit, tu sais, d'abord, il y avait des grands singes, ils étaient dans les arbres, puis un jour, ils sont descendus des arbres, ils se sont mis debout sur leurs pattes arrière, et puis ils se tapaient la poitrine, ils avaient plein de poils, puis ils ont inventé avec des pierres, des armes, des outils, des mains, et puis il y a eu des générations, et puis voilà, ton père, ta mère, et puis t'es venu au monde. La gamine, elle est très dépitée, elle retourne vers sa mère. Ima, je comprends pas. Toi, tu me dis Adam et Ève, Abraham, Sarah, David, Bethsabée. Papa me dit il y a des grands singes qui sont descendus des arbres, qui sont montés. Ah, ma fille, l'interrompt la mère. Moi, je te parle de ma famille, ton père de la sienne. Voilà, bon, une dernière quand même, toujours sur le socialisme, c'est le vieux militant communiste Moshe qui va à la boucherie et qui demande de la viande sous le socialisme en Pologne. Et le boucher, comme de nombreuses fois auparavant, lui dit il n'y a pas de viande. Comment il n'y a pas de viande? Il n'y a pas de poulet? Non, il n'y a pas de poulet. Il n'y a pas de bœuf? Non, il n'y a pas de bœuf. Il n'y a pas de mouton? Non, il n'y a pas de viande. Moshe, il n'y a pas de viande. Et Moshe pique une crise. C'est la première fois de sa vie. Il explose, s'est tellement retenu. Mais quel régime de pourri, 50 ans de militantisme au parti pour arriver à ça. 30 ans de socialisme pour qu'il n'y ait toujours pas de viande. Mais c'est un gâchis, mais j'ai gâché ma vie, c'est un régime pourri. Il se met en colère et crie à haute voix. Il y a un jeune milicien qui passe, il dit, hey, Pépé, là, tu te tais et tu rentres chez toi, je ne veux plus t'entendre. Il dit, comment tu me parles? Il dit, Moshe, moi j'ai 50 ans de parti. Alors, je peux te dire qu'après 30 ans de socialisme, il n'y a toujours pas de viande. Ce régime est un échec, c'est pourri. Tu rentres chez toi, tout de suite, lui dit le milicien. Tu te la boucles, tu rentres chez toi et sois content. Il y a 10 ans, tu aurais déjà été fusillé. Moshe, il rentre chez lui, il ouvre la porte. Sarah le voit, la mine décomposée. Elle dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Quelle tête tu fais? Il dit, la situation est catastrophique. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, il n'y a pas de viande à la boucherie. Oui, mais c'est pas la première fois. Oui, mais il n'y a plus de munitions non plus. Voilà. Donc, ça, c'est la première chose. C'est les grandes contingences humaines. Et puis, il y a aussi la discordance entre les idéaux proclamés et les réalités observées vis-à-vis des sentences, des dictons, des proverbes, des aphorismes de la tradition morale. Par exemple, dans la tradition talmudique, il est dit que les hommes doivent toujours prendre l'avis de leur femme. Et il n'est pas dit qu'ils doivent suivre l'avis de leur femme, mais sur une décision importante, ils doivent toujours prendre l'avis de leur femme. Donc, il y a une enquête faite en Israël pour voir si les hommes israéliens modernes, ils suivent toujours cette prescription. Donc, il y a une centaine d'hommes qui sont réunis, représentatifs de l'échantillon de la population. Et puis, les enquêteurs, sociologues, leur demandent, tous ceux qui suivent l'avis de leur femme vont à gauche et ceux qui ne suivent pas l'avis de leur femme vont à droite. 99 vont à gauche et un seul va à droite, les 99. Moshe, qu'est-ce que tu fais là-bas? Et l'autre, il dit, je sais pas, c'est ma femme qui m'a dit de m'y mettre. Bon, voilà. Donc, vous voyez la discordance entre les idéaux. Et puis,
il y a autre chose encore. Il y a une espèce de sourire de la défection d'un divin qui semble, à l'aune de la réalité des choses vécues, peu prévoir et encore moins pourvoir, d'une justice si peu rétributive et d'une providence très incertaine. En fait, ce n'est que la perpétuité du Qoheleth, mais j'aurai l'occasion de le redire. On les voit bien dans les histoires, par exemple, concernant la Shoah. Il y a des histoires juives sur la Shoah, mais par exemple, une que mon père racontait, qui est un ancien déporté, avec ses copains. Alors je dis toujours Moshe, mais c'est générique. C'est Moshe qui, après est rentré de déportation pour se reconstituer, pour se rebâtir une santé, fait de l'escalade en montagne, il fait de l'ascension. Et puis un jour, au cours de cette escalade, il dérape, il tombe et il est accroché à son piquet avec un cordage au-dessus d'un vide de 1000 mètres en dessous de lui. Alors il commence à appeler au secours, au secours, au secours, personne ne répond, au secours, personne ne répond. Et puis au bout de quelques heures, il y a une voix qui descend du ciel. Moïse, je suis l'Éternel, ton Dieu, fais-moi confiance, de mon bras étendu, je vais te poser au sol, coupe la corde. Et Moshe, au secours, il y a quelqu'un d'autre. Voilà. Et puis ça consigne en fait l'acceptation, un peu dans la tradition de la Kabbale, la dernière grande Kabbale, celle de Luria, de Isaac Luria, c'est celle d'un monde cassé, que le monde est mal fini, il est originellement cassé, puis on fait avec. Alors il y a une histoire qui est très emblématique de ça, c'est un riche homme d'affaires qui, au cours d'un dîner, voit un autre riche homme d'affaires international comme ça, avec un costume magnifique. Et alors il lui dit, mais ce costume est une merveille, où vous l'êtes fait faire? Et l'autre lui dit, oh, c'est un petit tailleur juif de la banlieue de Buenos Aires qui fait ça. Ça vous embête de me donner son adresse? Vraiment, ce costume est magnifique. J'en ai jamais vu quelqu'un avoir un aussi beau costume. Je dis, mais volontiers, cher ami, enfin, vous savez, entre grands. Et alors, il lui donne l'adresse. Et donc, lors de ses déplacements internationaux de la finance, il passe par Buenos Aires, il prend le temps d'aller chez le petit tailleur, il va chez le petit tailleur, il lui demande un costume, l'autre lui prend les mesures, etc. Il part. Il est content, il va avoir un beau costume. Le mois suivant, il passe à Buenos Aires, il va chez le tailleur, le costume n'est pas prêt. Bon. Le mois suivant, il repasse, le costume n'est pas prêt. Le mois suivant, 5 mois, 6 mois comme ça. Au 6e mois, il vient, le costume est prêt. Il enfile le costume, c'est une merveille. Les finitions, le tissu, la coupe, tout, c'est d'une élégance et d'un raffinement incroyable. Mais il est satisfait, mais en même temps, c'est un homme d'affaires habitué à que les choses tournent bien. Alors, il a attendu 6 mois. Donc, il fait une remarque au tailleur. Il lui dit, Yankel, dites-moi, vous savez, vous avez mis 6 mois pour faire votre costume. Dieu, il a fait le monde en 6 jours quand même. Et le tailleur lui dit, oui, mais vous avez vu le costume et vous avez vu le monde. Voilà. Donc, c'est une sorte de position en métonymie sublime que celle de l'humour juif, parce qu'il ne constitue qu'un fragment périphérique, séculier, profane, de l'ensemble des dispositifs cognitifs, éthiques et textocentrés de la pensée juive, et en même temps, il la contient tout entière. C'est, comme je l'ai évoqué il y a 2 minutes, c'est une forme de rebond amusé, une ombre portée souriante, redoublement farceur de l'enseignement désillusionné du Qoheleth salomonien. L'autoparodie et l'autodérision juive ont trouvé leur première marque, en tout cas c'est les sources documentées les plus anciennes qui sont à notre disposition, dès le XIe, XIIe siècle dans le monde juif séfarade, chez un auteur, poète et traducteur qui est Yehuda Harizi,
et son Sefer Tarkemoni. Yehuda Larizi, c'est un personnage qui est important aussi pour Géraldine, puisqu'il a été le traducteur de l'arabe en hébreu des guides des égarés, qui elle vous apprendra qu'il ne faut pas dire le guide des égarés, de Maïmonide. D'où aussi, c'est juste une indication aussi pour la qualité, la performance et l'érudition de Yehuda Larizi. Et dans le Sefer Tarkemoni, empruntant des stylistiques du monde arabe qui l'environne, des espèces de petites scénettes, de petits récits courts en prose, mêlant des fragments poétiques et puis des dialogues, qui s'appellent des makamat. Empruntant ce style, il va créer des textes profanes à l'air pétillant qui sont truffés de citations bibliques et de formules talmudiques dans lesquelles il moque l'arrogance des riches, il vante le toupet des mendiants et il dénonce les mariages arrangés dans une imitation du Shir HaShirim, du Cantique des Cantiques, où la belle avec des seins comme des fans devient une fée carabosse épouvantable. C'est ainsi que naît d'ailleurs au moins deux des personnages les plus importants de l'humour juif à travers tous les siècles et toutes les situations, c'est le mendiant, le schnorrer, le tapeur, et puis d'un autre côté, les drames du mariage et des femmes acariâtres sous 10 000 sortes de formes. Walter Benjamin saluera beaucoup le personnage éthique qu'est le mendiant, le schnorrer dans la tradition juive. Il écrira quelques éloges fondamentaux dans nombreux de ses textes. Plus tard, 2 siècles après, on retrouvera ce mouvement-là, initié chez Al-Arizi, on le retrouvera dans les Purim Spiel, dans les fêtes de Purim et dans les parodies de Purim, où au-delà du Shir HaShirim, du Cantique des Cantiques, c'est tous les textes bibliques qui vont être parodiés et auto-parodiés. Et c'est le moment aussi où la langue yiddish devient la langue vernaculaire. Et il y a une espèce d'intrication entre le Purim Spiel, qui est l'auto-parodie, et puis le déploiement de cette langue, qui est une langue particulièrement réjouissante de métaphores amusantes et truculentes. Il y a tout un corpus de l'humour juif qui le rattache au corpus juif. Il y a le corpus éthique. Par exemple, faire blêmir de honte son prochain en public équivaut à verser son sang, et qu'il est dit dans le Talmud. Précipite-toi dans une fournaise ardente plutôt que de faire honte à ton prochain en public, dit un grand maître du Talmud, Sirbon Bar Yochai. Le Rav Abba Arika, l'arrogance est l'équivalence de tous les péchés. Dans le traité Avodah Zarah, Dieu ne rit pas de ses créatures, il rit avec elles. Vous voyez, c'est quelque chose qui vient borner, contenir la possibilité de la raillerie, de la moquerie d'autrui. Donc, ça fait une espèce de guide éthique qui enserre la possibilité du rire sans pour autant l'interdire. Je vous ai parlé des makamat comme stylistique. Il y a évidemment tout le corpus des midrashim comme forme textuelle, les agadotes, les récits racidiques. Il y a là un patrimoine littéraire et stylistique dont l'ensemble de l'humour juif hérite et qu'il reproduit de façon parodique. Mais il y a aussi une anthropologie, je l'ai vite nommé tout à l'heure, une espèce d'anthropologie lucide et réaliste. Il suffit de se souvenir, je ne vais pas le rappeler, mais vous avez ça en tête, Caïn et Abel, Joseph et ses frères, David et Bethsabée, un midrash de la mer Rouge qui nous dit que ce que vit la plus humble servante ce jour-là, aucun des grands prophètes d'Israël ne le verra jamais. Enfin bref, les Hébreux deviennent une métonymie de la condition humaine dans laquelle rien, comme je vous le disais, des égarements humains ne sont dissimulés. Et alors vont apparaître une typologie de personnages. Le Talmud a inventé des personnages. Le tzaddik, le juste, le chacham, le sage, le yachar, l'honnête, l'évil, le stupide, le rachat, le méchant, le letz, le railleur, le kessil, le niais. Ça, ce sont les personnages clés de la tradition talmudique. Et le petit Plop, lui, va à son tour inventer des contrepoints. Il y aura le shlemmil, le bête,
le bénet, le schlemmazol, le malchanceux, le jlob, le mal élevé, le pot, le bête, le knacker, le vantard, le routspédique, le culotté, le kreitzer, le plaintif, le schlupen, le hochem, le malin, la yartné, c'est la femme incardiate, la yidé chez Mama aussi, comme vous avez pu entendre dire. Bref, vous voyez, l'ensemble de l'humour juif est fruit de son corpus. Mais si les Juifs exerçaient déjà dès le XIe, XIIe siècle une espèce d'autoparodie qui se distinguait de la simple bouffonnerie, c'est en Angleterre que la notion d'humour est inventée. Construite au début du XVIIIe siècle, après avoir d'abord désigné un distempered brain, un cerveau dérangé, qui va poursuivre son chemin propre sous la tradition de ce qu'on appelle le nonsense, dont, par exemple, les Monty Python sont un des produits contemporains. Mais par glissement sémantique, l'humour va qualifier très vite autre chose. Il va non pas le cerveau dérangé, mais la self-consciousness, la conscience de soi. Et par petites étapes, avec plusieurs voix de philosophes, de dramaturges, de romanciers, de poètes, l'appellation va gagner une densité qui va la porter vers une définition aujourd'hui établie. Le nom d'humour va prendre son essor dans cet espace public en s'inspirant au départ des pièces de Ben Jonson, qui est un contemporain de William Shakespeare, à la toute fin du XVIe siècle. Et ce sont des pièces d'humeur, c'est-à-dire l'humeur, en l'occurrence, c'est l'humeur selon Galien, c'est-à-dire le colérique, le bileux, le mélancolique, etc., etc., etc. Et le sanguin, le flegmatique. Ce sont des comédies de mœurs, comédies d'humeur, et c'est là que le mot s'accroche. Et partant de là, c'est la conscience de soi-même qui va s'associer avec ce mot d'humeur qui va devenir humour. Parallèlement, hérité de l'ingénio castillan, passé en Angleterre, sous la tutelle d'un des plus grands penseurs de cette époque espagnole, c'est Balthazar Gracian, va apparaître une notion qui s'appelle le wit. Et l'ingénio, c'est le nom déposé par les anciens sur la disposition de l'homme à l'intelligence, à l'habileté, à l'inventivité, à l'aptitude insaisissable à la création poétique, artistique, à l'invention technique et à la spéculation intellectuelle. Dans la tradition juive, dans la sémantique biblique, les Hébreux l'appellent la chorma, qui lie à la fois la créativité, le savoir et l'éthique. Et sous le nom de wit, l'ingénio va se construire et s'apprécier sous forme de sentences, d'aphorismes, de saillies, de proverbes simulés, de jeux de mots, de pointes et de traits. Mais ce n'est pas dans l'usage du wit, mais plutôt dans le languissement sémantique de la notion d'humour que va se produire le saut culturel. Une espèce de travail dans l'élévation de la vie de l'esprit, selon l'expression de Freud, mais aussi un travail éthique. Addison dans Le Spectateur, Hutcheson dans ses réflexions sur le rire, Fielding dans sa préface à son roman Les Aventures de Joseph Andry, Samuel Johnson avec ses articles dans The Gentleman Magazine et ses gazettes The Rambler, le Flâneur, The Higgler, le Paresseux posent partout ses fondations. Corbin Morris et Anthony Ashley Cooper, le comte de Shaftesbury, vont lui donner la calligraphie spirituelle. Ainsi vont s'élaborer avec tous ces gens une distinction petit à petit stricte entre les rires de raillerie et de cruauté, les moqueries malveillantes, agressives et grossières, et puis les rires cordiaux, d'amicale complicité et d'irrévérence distinguée. Francis Hutcheson, par exemple, qui joua un rôle non négligeable dans le développement de la philosophie morale anglaise, posa dans ses réflexions sur le rire, 1725, la possibilité d'une bienveillance impartiale, soulignant que le manque même d'affection bienveillante à leur juste niveau constituait le mal moral.
Henry Fielding, auteur clé de l'idiosyncrasie anglaise du XVIIIe siècle, avec ses romans parodiques dont le plus célèbre c'est Tom Jones, tient que l'hypocrisie est la sœur de la fourberie et que la vanité a la même consanguinité que l'ostentation. Dans la préface à son Joseph Andrew que j'ai évoqué, de 1742, il énonce des attendus éthiques en avertissement. À moins d'être tout à fait barbare et dénaturé, on ne peut se réjouir à la vue d'une famille misérable, réduite dans une misérable chaumière où tout lui manque. Et encore, il ajoute, la laideur, l'infirmité, la pauvreté n'ont jamais paru ridicules en elles-mêmes aux yeux d'aucun homme raisonnable. Fielding pose alors la possibilité d'un rire, entre guillemets, plein de bonne humeur et bienveillant. Vous voyez que ce qui est en train de se construire là, c'est quelque chose qui est en totale opposition avec ce que la tradition gréco-latine avait posé depuis l'Antiquité, depuis Cicéron et Quintilien, et qui avait été reprise encore à la Renaissance. En 1744, Corbin Morris rédige le premier traité consacré aux distinctions possibles entre l'esprit, l'humour, la raillerie, la satire et le ridicule. Mais c'est le comte de Shaftesbury qui les précède dans le temps et à qui on doit la pose des fondements d'une distinction éthique et politique entre les rires et la mise en exergue, sous le nom même d'humour, de la possibilité d'un rire civilisé. L'auteur de Lettres sur l'enthousiasme c'est le mot pour le fanatisme à l'époque, en 1707, et puis du Sens commun, Essai sur la liberté du wit et de l'humour, Essai sur la liberté de l'esprit et de l'humour en 1709, et puis enfin des caractères des hommes en 1713, se montre un penseur de la bienveillance et un observateur des pathologies sociales que sont le fanatisme et la mélancolie. Et c'est à l'occasion de ces essais que Shaftesbury formule une réflexion récurrente sur le rire, ses mauvais penchants et son bon usage. À travers ses écrits, il préconise le recours au rire et à la bonne humeur comme moyen de se purifier du fanatisme. Ça, c'est dans la lettre sur l'enthousiasme. Car avec le fanatisme, l'esprit manque de liberté. Il n'est pas en état de réfléchir, il n'a pas atteint cette manière de penser plus aisée et plus plaisante. L'humour sous la plume de Shaftesbury apparaît alors comme une forme de pensée éthique associée au concept de sympathie et à une activité critique. Je cite Shaftesbury. On estime que la vérité peut supporter toutes les lumières. L'une de ces lumières principales pour appréhender les choses et les identifier parfaitement est le rire lui-même. Dans son essai Sens commun, Shaftesbury associe le wit comme puissance d'invention métaphorique, faculté critique mais acide, et l'humour comme marque d'une bonne nature à la fois dite de bonne humeur et d'ironie à l'égard de soi-même. Dans une lettre à Locke, Shaftesbury soulignera que le seul vrai savoir est de nous connaître nous-mêmes, ce qui constitue une des meilleures remèdes contre le fanatisme. L'humour dépasse même le statut de remède, il devient, entre guillemets, le fondement de la vraie piété, de la vraie religion. Ce qui ne manqua pas de lui valoir est reconnu des accusations de déisme et même d'athéisme. Shaftesbury en vint à distinguer deux formes de rire. La jocositas, la moquerie agressive qui gratifie l'orgueil et la prétention du rieur, comme ce rire de raillerie évoqué déjà par Quintilien et Cicéron, et d'un autre côté, l'hilaritas, son opposé, le rire joyeux et amical, celui-là même qui avait la faveur de Spinoza. La jocositas est le nom qu'il dépose sur le rire de la soldatesque, de la cour, du brigandage, de la violence, de la mort et de la torture. L'hilaritas, c'est le rire d'émerveillement, de la joyeuse surprise. Pour rappel, hilaire, c'est la traduction en latin de Isaac, l'ombrade des signifiants. En Angleterre est en train donc de s'inventer, à cette époque, un rire qui ne vise plus le ridicule chez l'autre, mais le rire mis en commun d'un ridicule partagé. C'est toute la théorie des ridiculas consignée par Cicéron et Quintilien qui s'en trouve réaménagée. Pour finir, Shaftesbury suggéra d'unir le wit intellectuel au trait acéré, parfois assez tranchant, et l'humour autoréflexif plutôt bienveillant. Le wit et l'humour unis se raffinent l'un l'autre dans leur usage libre et deviennent ensemble
de point, ouvrez les guillemets, la meilleure arme contre le fanatisme. Liberté, esprit, humour, le rire spirituel est le signe, le moyen, le symptôme d'une, ouvrez les guillemets, liberté intérieure. Ainsi, on voit qu'à l'intérieur du champ biblique, s'élabore, se conçoit, se construit, s'affirme par deux voies, l'une juive et l'autre chrétienne, la possibilité d'un rire autre que celui identifié par la tradition gréco-latine. La conscience de soi britannique et l'autodérision lucide juive consonnent pour asseoir et étoffer ce qu'humour veut désigner spécifiquement. Autoparodique chez les juifs outsiders, faisant aveu dans la complicité du rire entre le conteur et celui qui l'écoute, que tout humain demeure contre vent et marée un être jouissant et faillible disposé à transgresser la loi, qui dit sa jouissance par un trait d'humour et la partage en connivence avec élégance et tact plutôt que de la vomir dans les rictus de la haine. Il offre un bénéfice narcissique, non plus sur le dos d'autrui, mais dans l'augmentation d'un plaisir de lucidité gagné sur le déplaisir de la réalité. Détaché, autoparodique chez les Juifs, détaché chez les Britanniques qui sont insiders, portés par des écrivains talentueux, comme Jonathan Swift ou comme Sterne, l'auteur de Tristram Shandy, et puis les moralistes chrétiens anglais, en accompagnement et en dépliement civilisationnel de l'époque de l'instauration du cadre de l'habeas corpus et des Bill of Rights d'Angleterre et d'Écosse qui établirent les pactes d'une démocratie élitiste. L'individualisme aristocratique exige l'élégance d'un regard aussi fin que bienveillant, porté cette fois sur les ridicules partagés. Witty, humour se conjugue avec fair play. The Spectator pour Addison, The Gentleman Magazine, The Rambler, The Idler, que j'ai déjà nommé pour Samuel Johnson, ce sont des titres de presse qui affichent en idéal une distanciation dilettante. On ne s'étonnera guère que pour la caste aristocratique, l'affectation, qu'elle fût de vanité ou d'hypocrisie, et l'aptitude à cacher nos vices sous le masque des vertus qui leur sont opposées, soient toutes les deux dans le centre du viseur. Les deux expressions que je viens de dire sont de Henry Felding. Quelques exemples de wit, si j'ai le temps, tu peux voir là. Ah. Par exemple, quelques traits de wit anglais. Quand une fille se marie, elle échange les attentions de nombreux hommes pour l'inattention d'un seul. Combien ça coûte de se marier, papa? Je ne sais pas, j'ai pas fini de payer. La flatterie consiste à dire à l'autre ce qu'il pense de lui-même. Vous voyez, ce trait-là. Il y en a un que je trouve absolument magnifique. Si tu m'avais vraiment aimé, tu en aurais épousé une autre. Ou alors, les catastrophes sont de deux sortes. Les malheurs qui nous échouent et la bonne fortune dont bénéficient les autres. Voilà. Je pourrais longtemps prolonger pour donner le sens de la saillie, de ce trait, cet art. Comment avez-vous trouvé le steak au restaurant? Avec une loupe. Ou au concert à la fin de la première partie. Que pensez-vous de l'exécution? Je suis pour. Un optimiste voit toujours le bon côté du malheur des autres. Le chien est le seul être au monde qui vous aime plus que vous vous aimez vous-même. Bon, voilà, oui. La voix d'un garçon change quand il devient un homme, la voix d'une fille change quand elle devient une femme mariée. Un gentleman est un monsieur qui, lorsqu'il rencontre une femme entre deux âges, opte pour le moins vraisemblable. Voilà, vous voyez, c'est vraiment particulier. Une bonne conscience est souvent le signe d'une mauvaise mémoire. Voilà, bon. Voilà, c'est ça les wits anglais. Vous voyez, c'est un art très particulier, mais vous voyez que ce qui est le lien entre les deux, humour juif et humour anglais, et qui fait la densité, le poids
du mot humour, c'est cette espèce de conscience de soi, de détachement lucide de ce qu'est la condition humaine et de soi pris dans cette condition humaine. Donc on ne prend plus son bénéfice, sa plus-value, on va dire, en bon capitaliste, narcissique sur le dos des autres, mais on le prend sur la lucidité qu'on est capable d'avoir sur les réalités, et y compris celles qui nous font du tort et nous font du mal. Alors, il y a une histoire. En Europe, cet humour a passé très longtemps pour une particularité ou une curiosité exclusivement britannique. En Allemagne, Lessing rappelait que le Wix, puisque c'était devenu le Wix en passant sur le continent, était une importation anglaise. Madame de Staël disait « Il y a sûrement de la morosité, presque de la tristesse dans cette gaieté. » Personne ne comprenait rien. Victor Hugo, cette chose anglaise qu'on nomme l'humour. Hippolyte, pourtant, il a écrit des très belles pages dans L'homme qui risque contre le sarcasme, qui est vraiment magnifique. Hippolyte Taine disait que la notion anglaise d'humour était absolument intraduisible en français. Les Français ne pouvaient même pas avoir idée de ce que ça pouvait être. Et c'est seulement en 1932 que l'Académie française a consenti à intégrer dans son dictionnaire cette notion étrangère. D'un côté, donc, la résonance d'esprit entre le petit peuple juif et l'aristocratie anglaise. Voilà le grand clivage du rire. Et puis de l'autre côté, à venir sur la scène politique du XXe siècle, la collusion mentale des bas-fonds, du lumpenprolétariat, des libertins en facture sadienne, et puis tout le rire du nazisme, des nazis. Au Rwanda, du Hutu Power contre les Tutsis, à la radio d'Émile Colline, etc., etc. Si j'ai le temps, je vérifie. Je vous en donne quand même quelques petits extraits. C'est-à-dire que le nom opposé vraiment à l'humour aujourd'hui, autrefois on avait la raillerie, on pourrait dire que l'antonyme de l'humour, c'est le sarcasme. Le sarcasme, de sarcasmos, c'est le rire amer. Du verbe sarcasen, ouvrir la bouche pour montrer les dents, pour mordre la chair. Au figuré, on dit déchiré par des sarcasmes, soit une ironie mordante, une raillerie acerbe. C'est dans le dictionnaire historique de la langue française. George Puttenham, au XVIe siècle, dans l'art de la poésie anglaise, un ouvrage de poésie et de rhétorique, unit sous une même catégorie les figures de l'agression verbale, l'ironie, le persiflage, le ricanement, selon leur degré dans la méchanceté, la violence, l'extériorisation. Le sarcasme est toujours le pire. C'est un rire d'emprise, en même temps qu'un vandalisme verbal. Le sarcasme diffame, blesse, lacère et détruit le visage d'autrui pris dans son viseur. C'est un saccage, non pas par dérivation ou substitution, mais par induction. Dès lors qu'on lui désigne et dégage l'accès à son propre horizon mortifère, la mise à mort est son message. Je vous évoquais Victor Hugo, voilà un extrait de Victor Hugo dans L'homme qui rit. Faire du mal joyeusement, aucune foule ne résiste à cette contagion. Toutes les exécutions ne se font pas sur des échafauds et les hommes, dès qu'ils sont réunis, qu'ils soient multitudes ou assemblés, ont toujours au milieu d'eux un bourreau tout près, le sarcasme. Théodore Adorno et Max Horkheimer, dans la dialectique de la raison, parleront du rire en masse. Ils diront qu'un collectif de rieurs est une parodie d'humanité, que ses membres sont des monades, dont chacun s'abandonne à la volupté au débord de toutes les autres, sûrs d'entraîner la majorité. Leur harmonie est la caricature de la solidarité. Et pour célébrer le moment où l'autorité autorise ce qui était interdit, les antisémites se réunissent. Ils ne deviennent un collectif que dans ce dessein commun, leur clameur et leur rire organisé. Les nazis, comment ils parlaient des camps de concentration, ils avaient en parlé, concert la guerre, camp de musique, pour faire un jeu de mots. À Treblinka, devant la chambre à gaz, les nazis avaient tendu un rideau qui avait été volé dans une synagogue qui portait l'inscription en hébreu « Ceci est la porte par laquelle entrent les justes ». Le sarcasme a été au rendez-vous, je vous l'ai dit, des génocides commis par les Tutsis, contre les Tutsis au Rwanda,
Et les animateurs de la radio des Mille Collines en firent un usage sans discontinuer. Tout le temps du génocide, élocution persifleuse, invective gouailleuse, prophétie ironique, plaisanterie cruelle, anecdotes sarcastiques, roueries cyniques, ricanements vandales se conjuguèrent dans la presse et sur les ondes génocidaires avec un vocabulaire exterminateur. Les rires mauvais mobilisés en matériel de guerre de l'époque de la communication d'influence et des opinions virales ont précédé et induit et maintenu en flux maximal le doping de l'excitation, selon une expression de Stéphane Baye, pour battre le tambour de l'enthousiasme assassin. Où est la leçon là-dedans? Pour venir au titre annoncé. C'est que l'humour vrai, celle que j'ai donné, est intrinsèquement congruent au projet démocratique. L'éthique de l'humour authentique consonne avec l'éthique démocratique et la fortifie. Là où le sarcasme, la raillerie, potentialise les passions mauvaises, destructrices et totalitaires. L'indifférence anomique qui, à notre époque, a trivialisé les noms d'humour et d'humoriste, s'emparant des fruits de plusieurs siècles de travail d'élévation dans la vie de l'esprit, selon cette formule freudienne que je rabâche, et du désembrouillage qui l'accompagne, sous le nom du plus noble des noms de rire, en indistinguant toutes les variétés de rire, n'engendre pas seulement un déficit de la connaissance. En plus d'être lexicalement anomique, elle ouvre la voie à nouveau à la violence, à la brutalité, à la cruauté. Parce que l'humoriste vrai n'est pas un simple rieur se moquant du monde. C'est même précisément le contraire. L'humoriste vrai, je cite encore Erwin Panofsky, que j'ai déjà cité tout à l'heure, grâce à cette conscience qui le maintient à distance à la fois du monde et de lui-même, est capable en même temps de considérer les défauts objectifs de l'existence et de la nature humaine, c'est-à-dire le hiatus entre la réalité et les postulats éthiques et esthétiques, et de dépasser subjectivement ce hiatus dans la mesure où il comprend qu'il est le résultat d'une imperfection universelle, voire métaphysique, inscrite dans l'organisation de l'univers. L'humour vrai est le témoin, le véhicule et l'expression d'une autonomie authentique. Il consigne et exemplifie qu'il n'y a pas d'autonomie sans assujettissement internalisé à la loi symbolique de la castration. Le sarcasme, par contre, c'est le rire de l'homme rivé. Le timbre de l'humour vrai, son autoréflexion, ses autoparadies et ses autodérisions soutiennent la liberté de l'homme démocratique. L'accent du sarcasme et ses licences destructrices en sont l'ennemi mortel. Walter Benjamin disait « Être heureux, c'est pouvoir prendre sans effroi conscience de soi-même ». Et Romain Gary disait de l'humour, c'est une déclaration de dignité, une affirmation de la supériorité de l'homme sur ce qui lui arrive. Nous habitons, j'ai commencé par le dire, une étrange époque où fréquemment la vérité est réduite à une opinion et où une opinion est haussée au rang d'une vérité, où trop souvent la liberté de penser est dégradée en licence de dire tout et n'importe quoi, où la raison par inflexion clientéliste est réduite au calcul instrumental publicitaire, où la justice est trop souvent dénaturée en bon cœur angélique qui se dissimule les dures contraintes du réel. Dans une crépitation de ces effets, la démocratie se montre de petite démocratie, c'est celle des rhéteurs, comparativement à la haute démocratie qui est celle de la responsabilité du bien-dire. De la même façon, il n'y a rien de moins d'enjeu entre ces deux polarités du rire, le sarcasme, la raillerie, le persiflage d'un côté et l'humour de l'autre, que la distinction entre la petite démocratie, celle du tout est permis, et la haute de démocratie, celle qui est adossée à une éthique de la désillusion. Elle ne confond pas liberté et licence, qui est une confusion récurrente dont depuis les maîtres anciens, des toponymes fondateurs de notre région civilisationnelle, les philosophes athéniens et les prophètes de Jérusalem, on sait depuis eux que dans une inclination fatale, la confusion entre liberté et licence sape et mine les fondements de la vie bonne, dans ce que la démocratie peut garantir, appelant chaque fois, nous ont appris Aristote par exemple et Platon aussi, que après la démocratie et cette confusion, c'est toujours la tyrannie qui est le coup d'après appelé en épisode suivant. La démocratie appelle la vigilance.
Comme disait Thomas Jefferson, ou du moins c'est ce qu'on lui attribue, le prix de la liberté, c'est une vigilance éternelle. Rire est le propre de l'homme, a consigné la tradition grecque, reprise par Rabelais. Dans le traité Eruvin du Talmud, il est dit on reconnaît l'homme à son rire. Ce n'est pas la répétition d'Aristote disant l'homme est un animal riant. Si on reconnaît l'homme à son rire, c'est-à-dire on sait quel homme il est de la façon dont il rit et de quoi il rit. Et Ephraim Lessing disait, et même s'ils ne sont pas tous libres, ceux qui rient de leur chaîne, ils ont déjà par l'autodérision gagné une liberté impossible à éteindre. Cette liberté de l'humour vrai, c'est celle qui mène l'homme de Lieflosigkeit, le sentiment de détresse, d'impuissance à la Menschlichkeit, le sentiment d'humanité. C'est la condition d'une possibilité démocratique durable. Mon propos, c'est celui-ci. Il n'y a pas de démocratie qui tienne si ça ne se soutient pas des enseignements éthiques du monothéisme, ou si ça se prive du monothéisme éthique. Pierre Desproges, qui jouait avec la limite sans jamais la dépasser et avait le sens des garde-fous nécessaires, postulait qu'on pouvait rire de tout, mais pas avec n'importe qui. En affinement de son souci, on pourrait faire un petit pas de plus, mais dans la direction qu'il nous déjà indiquait. Il faudrait sans doute soutenir qu'on peut rire de tout, mais pas n'importe comment. Merci. Moi, j'aurais une question qui a été posée, mais qui est tout à fait naïve. Quand tu dis que l'humour est le rire de la haute démocratie depuis cette distinction. L'humour, oui. Oui. La distinction entre humour et sarcasme, est-ce qu'on peut pointer ou analyser en fait une haute démocratie d'un point de vue historique depuis sa pratique de l'humour? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut dire, voilà, cette civilisation a été vraiment de l'ordre de la haute démocratie, ou est-ce que finalement c'est un idéal à atteindre? Ouais, c'est pas encore fait. Hein. Ouais. On n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Mais moi, ce qui m'a surpris, ça a été, parce que tu as la gentillesse de me classer à la fois comme philosophe et comme sociologue, ce qui m'a surpris, c'est de découvrir que c'est simultanément, dans un même contexte mental, faut pas dire psychique ou pas dire sociologique, donc je dis mental, que se produit en Angleterre l'installation de l'habeas corpus, le Bill of Rights, c'est-à-dire les pactes fondateurs de la démocratie qui ont vraiment soutenu la démocratie en Angleterre jusqu'à aujourd'hui quand même. Hein. Et en même temps que s'élabore la notion d'humour. Et je trouve que, je veux dire, si on veut comprendre qu'est-ce que c'est qu'un travail de civilisation, c'est un très bon terrain pour penser ce que ça veut dire civilisation et comment ça se fait ce travail de civilisation. À la fois à l'intersection du psychique, du psychique clinique, je dirais, du philosophique et du sociologique aussi. Donc de l'anthropologique d'une certaine façon. Et le judaïsme n'a pas eu l'expérience, sauf depuis très peu d'années, en fait, 70 ans, d'un État. Donc lui a construit, on sait que dans la tradition talmudique, le Talmud, le Tanar, la Torah, c'est ce qu'on appelle la patrie portative. Hein, je crois que c'est Heinrich Heine qui parlait comme ça, la patrie portative du peuple juif. Mais avec cette patrie portative aussi, et avec ces paramétrages très serrés d'une éthique sociale, telle que est l'interrogation du Talmud, il y a ce rire-là particulier d'autodérision lucide et désenchantée qui accompagne ce rire en permanence à travers toutes les époques, je veux dire jusqu'à aujourd'hui. C'est Moshe qui, et puis je vais devoir arrêter, c'est Moshe qui, tous les matins sur la plage à Tel Aviv, à 5 heures du matin, vous voyez quelques petites personnes âgées qui marchent le long de la plage, qui font un petit
footing à petits pas, en petit maillot de corps et petits shorts, etc. Il marche. Et puis, il aperçoit quelque chose là, parmi des algues, il s'approche, il enlève les algues, il frotte le sable sur les algues, et mince, c'était une lampe magique. Et alors, en la frottant comme ça, sort de la lampe magique un djinn. C'est normal, hein, quand on toupe une lampe magique, c'est des choses qu'il faut faire attention. Il y a un djinn qui sort. Et le djinn lui dit, « Oh, Moshe, tu m'as libéré, ça faisait 3000 ans que j'étais enfermé dans cette lampe magique par une malédiction. Fais un vœu, je te le satisfais immédiatement. » Alors Moshe dit, « Oh, comme j'aimerais qu'il y ait la paix avec les pays environnants, comme j'aimerais qu'il y ait la paix avec les Arabes, comme j'aimerais que la vie soit bonne pour tout le monde, etc. » Alors le djinn, il dit, oh, ça fait 3000 ans que je suis enfermé, je ne sais pas de quoi tu me parles. Alors, il lui donne un journal qu'il avait avec lui, l'autre il regarde la carte, il regarde la carte, il lui rend le journal, il dit, fais un autre vœu. Alors Moshe dit, un autre vœu. Est-ce que ma femme, elle pourrait me faire un peu un de ces trucs qu'on voit au cinéma, tu sais, après minuit à la télévision, quand on peut pas tout voir. Est-ce qu'elle pourrait me faire un jour des trucs comme ça? Alors il dit, t'as une photo de ta femme? Ah oui, j'ai une photo. Alors il sort son portefeuille, il donne une photo de sa femme. Le djinn, il regarde la photo, il lui rend immédiatement, il dit, tu sais quoi, fais-moi voir la carte.